Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi Boucar Diouf. Boucar Diouf est un scientifique et un communicateur dont la carrière unique mêle humour, science, culture et réflexion sociale. Né au Sénégal, où il a étudié la biologie végétale, Boucar est arrivé au Québec en 1991, où il a obtenu un doctorat en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Son parcours académique nourrit son style unique, qui allie habilement concepts scientifiques complexes et situations du quotidien. Que ce soit sur scène, dans les médias ou par ses écrits, Boucar Diouf utilise l'humour pour encourager le dialogue, bâtir des ponts entre les cultures et cultiver une plus grande appréciation à la fois de la science et de la diversité humaine. Aujourd'hui, j'ai l'énorme plaisir de l'accueillir pour, avec lui, revisiter son passage au doctorat et sa métamorphose d'océanographe en raconteur de la science, de la société et de la nature humaine. Bienvenue sur Au-delà de la thèse. Boucar, c'est un énorme plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. C'est partagé, David. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à toi de m'offrir et de nous offrir de ton temps aujourd'hui. Parce que je pense que beaucoup des gens, même qui te connaissent, peut-être ne connaissent pas ton trajet académique qui t'a mené à venir au Québec et à faire ton doctorat. Et ça va être une chance aujourd'hui d'explorer tout ça et d'en parler. Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis parce qu'il y a quelques années, j'ai été porte-parole d'un événement au Musée des Sciences où il parlait un événement qui portait sur les sciences de la mer, un film, je pense que c'était un film en 3D ou quelque chose comme ça. Et un des journalistes qui était là me voit là, il me dit, mais ouais, c'est quoi ton rapport avec le milieu de la mer? Un humoriste. J'ai dit, mais non, mais parce que moi, je suis un océanographe avant d'être humoriste. C'est comment ça, tu es un océanographe? Oui, mais je suis un biologiste, là. Moi, je suis pas diplômé de l'École nationale de l'humour. J'ai enseigné la biologie pendant une dizaine d'années quand même. Là. Voilà. Alors donc c'est vrai ce que tu dis là. Bon, mais tu vois, donc tu auras la chance aujourd'hui de raconter avec plus de temps, parce que c'est ça, au-delà de la thèse, un peu comme le nom l'indique, ce podcast, ce balado est né parce que j'ai compris par mon expérience, mais après par celle d'autres doctorants et doctorantes ou jeunes docteurs que j'ai connus, qu'il y a un grand vide de connaissances sur qu'est-ce qui vient après le doctorat quand on ne reste pas dans l'académique. Et les trajets sont différents. Il y a des gens qui restent quelques années, qui font 2 post-docs ou 3 et après sortent. Il y a ceux qui réussissent à avoir des places de professeurs, mais ça, on sait que c'est limité. Peut-être même c'est de plus en plus limité. Mais qu'est-ce que je fais avec ce diplôme-là une fois que je sors? Ça peut être très anxiogène et très difficile à gérer quand on ne se prépare pas, quand on n'a pas de mentor. Et moi, je me suis dit que raconter les histoires des différentes personnes qui ont suivi ce trajet jusqu'au doctorat, c'est quand même un long trajet ardu. Comment elles ont navigué ça, ce changement de territoire, ce changement quasiment d'image de soi. Et étant donné que toi, ta métamorphose, disons, est quand même très, très marquée, c'est pour ça que j'ai eu envie, toujours depuis le début de ce balado, je t'avais dans ma wishlist j'aimerais tellement savoir son trajet. Et ça fait vraiment plaisir. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Moi, quand tu m'as expliqué le concept, j'ai dit, OK, ça, c'est vraiment important parce que faire un doctorat, c'est une étape. Ce que tu vas faire avec le doctorat, c'est une autre étape. Parce que je pense que les gens qui s'engagent dans des études doctorales le font pas tout en disant je vais devenir un chercheur, publier 4, 5, 6 articles par année, aller dans des congrès et passer ma vie là-dedans. Arrive des moments où le doctorat te mène vers d'autres lieux. Moi, j'ai aimé faire la biologie, mais je me fie toujours à une sagesse de mon grand-père. Je cite beaucoup mon grand-père sur scène, mais c'est pas pour rien. Lui disait souvent, la vie c'est comme une rivière. Et celui qui toujours rame lorsqu'il est entraîné par le courant fait rire les crocodiles. Donc, arrive au moment où tu dis, OK, c'est vrai que j'ai un doctorat, mais si la vie me mène là avec, je dois peut-être suivre ce chemin-là et essayer de voir où ça mène. Et moi, ça a toujours été ma démarche dans tout ce que je fais. Et ça fonctionne quand même. Parlons-en alors, peut-être reculons dans le temps. Tu as fait ton université en biologie végétale
Et tu fais quelque chose que beaucoup d'entre nous faisons, qui est de voyager pour aller étudier plus. Traverser un océan, donc changer de continent, changer de climat. Dans ton livre La face cachée du grand monde des microbes, tu dis par exemple, depuis que j'ai quitté mon pays pour m'installer au Canada, je comprends un peu mieux à quel point ces produits de la fermentation, c'est la section où tu parles des produits de la fermentation, puis des odeurs Oui, de la fermentation microbienne, peuvent représenter des signatures culturelles très marquantes. Et quand on décide d'aller vers un doctorat souvent, il faut changer de pays, changer de culture. J'ai connu des gens qui ont, quand j'étais au Portugal, qui sont retournés parce que, tu sais, tu parles ici dans ton livre des produits fermentés. Ils n'avaient pas les odeurs, la nourriture de chez eux et ils sont revenus pour trouver un labo au Portugal parce que le choc était trop grand. Mais ce voyage-là de partir pour faire ses études, je me dis que dans ma vie, ça fait partie de mon doctorat, m'être transplanté d'un continent à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, peux-tu parler un petit peu de toi, de cette phase-là de, bon, je pars au Québec, oui, il fait froid, oui, les hivers sont longs, oui, la neige arrive jusqu'ici, mais j'y vais pareil. Bon, mais moi, c'est quelque chose que j'ai souhaité, mais je pouvais pas partir tout seul parce que je viens d'une famille de cultivateurs. Mon père est jamais allé à l'école, ma mère aussi. Donc, mes parents sont des cultivateurs, l'agriculture vivrière, l'arachide, le mil, le sorgho, les haricots. C'est ça qu'on cultivait. On avait des vaches. Mon père avait un gros troupeau de zébus. Donc, nous, on a grandi vraiment entre les vaches et les champs. Et entre les deux, le troisième pôle, c'était l'école. L'école, les vaches et les champs, qui étaient interreliés. Mais moi, mon père, il nous a inscrits à l'école parce que, comme il est jamais allé aux études, je pense qu'il a toujours rêvé d'être instruit, mon papa. Il est parti, je le salue. Mais donc, moi, j'aimais beaucoup l'école, mes frères et sœurs aussi. Mais moi, j'ai toujours rêvé de partir, d'expérimenter d'autres choses, de tester la vie ailleurs. Et donc, j'ai travaillé fort à l'école parce que papa, on pouvait pas vraiment me payer des études pour aller à l'extérieur. Donc, je visais les bourses qu'on donnait à la fin. Et donc, quand j'ai fini à l'université de Dakar, j'étais quand même bien positionné pour j'avais une bourse pour venir ici, une autre bourse pour aller en Allemagne. En Allemagne, en Belgique, je pense. Et j'ai choisi le Québec peut-être que parce que je savais pas que les bancs de neige étaient hauts comme ça, comme tu dis. Les Québécois, ils disent, c'est parce que tu savais pas la différence entre se geler le cul et péter aux frettes. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai choisi le Québec, je suis venu ici. Et ce que tu as dit est vrai. Le premier doctorat, c'est l'adaptation. C'est une course de fond, ça. Vrai, parce que les études, tu arrives, c'est bien cadré, on fait de la biologie, de l'océanographie, de la chimie, de la physique. Ça, tu connais, parce que tu as plongé là-dedans. Mais moi, dans mon cas, c'était apprendre à s'intégrer. Je veux dire, trouver l'appartement, ouvrir un compte de banque. Même aller à l'épicerie, ça a pris des gens pour montrer ça, parce que j'avais jamais cuisiné de ma vie. comme tous les garçons africains de mon âge à l'époque. Jamais cuisiné, jamais. Tout ça, il fallait apprendre ça. Ensuite, il fallait encaisser le choc thermique avec la nordicité et encaisser le choc culturel, le choc linguistique, parce qu'il y a ça aussi. Je veux dire, t'as beau dire je parle français, il parle français, tu finis par réaliser que les particularités lexicales ne sont pas à ta portée, là. Quand quelqu'un te dit ah ouais, là, au Québec, ah ouais, pour dire va-t'en, ah ouais, et tu sais que le ah ouais peut remplacer la moitié des verbes d'action du dictionnaire, là. Ah ouais, ça veut dire va-t'en, viens-t'en, viens, parle, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Alors, tous ces chocs-là combinés font un premier doctorat avant d'aller à l'école. Ah non, c'est sûr. Moi, juste te partager rapidement une histoire du jour où je suis arrivé. Je sors de l'aéroport, je prends le taxi et je me dis, bon, on va découvrir ce pays, on va découvrir cette culture. Et en sortant de l'aéroport en taxi, il y a une grande affiche avec des côtes de porc, là, des côtes levées. Oui. encore du vocabulaire qu'il faut apprendre. Mais la phrase, la catchphrase là, qui est avec, c'était « c'est écœurant ». Ouais, et alors là, ma tête a explosé. Je suis comme, OK, leur humour est vraiment étrange. Là. Ouais. Non, bon, mais c'est juste l'intonation.
C'est qu'il y a un deuxième niveau dans le langage qui est la façon de dire. Quand tu dis c'était écœurant, ça, avec l'intonation, ça vous dit c'est pas bon. Puis tu dis, hey, j'ai goûté, mais hey, c'était écœurant. C'était écœurant. Quand c'était écœurant, ça vous dit c'était délicieux. C'est la même chose avec tous les mots, les sacs. On les prononcera pas ici. Mais quand les gens sacrent, le sac, ça peut être quelque chose, et ça peut être quand c'est quelque chose de très violent. C'est moi, c'est violent. Mais comme de tous les mots, tu sais. Et ils peuvent s'enchaîner les uns aux autres en plus. Non, Ah ouais, non, tout un art. tu peux remplacer, ça devient verbe, tout ce que tu peux imaginer, ça peut le devenir. Alors, il y a tout ça à apprendre. C'est pas évident, je veux dire. Mais en même temps, ça fait partie de l'apprentissage parce que c'est le côté social est important quand on fait un doctorat parce que je dis souvent aux jeunes, c'est une épreuve d'endurance, ok? Arrêtez de penser que c'est une affaire de quotient intellectuel et d'intelligence. C'est de l'endurance. Oui, oui, l'intelligence y est pour un peu, mais il faut que tu sois endurant. Et donc, pour moi, d'avoir le côté social qui permet d'équilibrer ça, d'aller dans un bar, pouvoir communiquer avec les gens, aller dans un party, se faire des amis, comprendre quand on te parle, découvrir la nourriture fait partie du processus aussi. Et donc, là où je m'en allais un peu avec cette histoire de voyager, de quitter, de partir d'un continent à l'autre, c'est pour me rendre à une autre place. Donc, tu es passé à travers ton doctorat à Rimouski, tu as appris cette culture, tu t'es, comme tu as dit, tu as fait ce travail d'intégration, tu as appris à cuisiner, à connaître les odeurs d'ici et peut-être à avoir une mélancolie des odeurs que tu avais laissées en arrière, comme tu l'as écrit dans le livre. Et je me dis que quand on avance dans le doctorat, à un moment donné, on commence à voir la date de défense qui arrive et on commence à penser très fort à ce moment clé, quitte à peut-être même oublier qu'il y a un après et avoir une espèce de vision de tunnel très, très intense parce que on a peur de l'échec, on veut bien faire, etc., etc. Mais ce qui nous attend après, c'est un autre voyage, une autre émigration de la réalité être étudiant à la réalité être chercheur ou professeur comme tu l'as été. Mais pour beaucoup d'entre nous, même pas. C'est la réalité devoir découvrir un autre milieu de travail, un autre milieu où mettre à profit ce qu'on a fait pendant notre thèse. Pour toi, comment ça s'est passé cette fin de doctorat et cette préparation à l'après? Parce que c'est un des défis que le doctorat pose. Ça nous demande tellement de concentration. C'est un peu comme... c'est Frodon quand il va à la montagne. Je sais pas si tu aimes Le Seigneur des Anneaux ou pas, mais il va à la montagne faire fondre l'anneau. Et c'est tout ce qu'il voit. Il n'y a rien d'autre dans nos yeux, dans notre tête. Et ça fait qu'on peut ne pas se préparer assez pour l'après. Toi, comment ça s'est passé pour toi? Mais moi, j'aimais beaucoup la vision en tunnel dont tu as parlé, David, parce qu'en réalité, on vit ça. Puis quand je dis c'est une épreuve d'endurance, c'est vrai, parce que je pense que beaucoup de gens ils sont engagés dans des études doctorales arrivent au moment de découragement. Le moment de découragement est là. Souvent, le moment de découragement est causé par deux choses. Tu arrives dans des études doctorales en disant, le professeur qui m'encadre, il connaît tout ça. Lui, il connaît tout ça. Quand j'aurai un problème, il va avoir toutes les réponses. Mais en réalité, c'est un travail individuel. Faut que tu réalises que des fois, tu t'engages dans une thèse ou quand tu reviens avec tes résultats, faut t'expliquer au prof où tu t'en vas. Et ne pense pas que lui, il a l'espèce de gigantisme, un gigantisme qui habite sa tête au point de savoir tout ce que tu fais. Donc, faut que tu te débrouilles tout seul. Et quand on vient du système français d'enseignement, comme moi, parce que moi, j'ai étudié, je pourrais dire, j'ai étudié à l'école un peu après les indépendances, un peu c'est pas loin. Beaucoup de mes professeurs à l'université étaient des Français. Je dirais 80%, étaient des Français. Donc, dans le système français où on est habitué aussi à se faire dire, voilà, là, ce qu'il faut faire, voilà, tu fais ça. Et tu arrives dans le système nord-américain où on te dit, écoute, maintenant, là, ce qui est important, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Prends l'initiative et vas-y. On te suit. On est à côté, puis viens nous expliquer ce que tu fais. Donc ça, tu finis par rentrer là-dedans et tu vis un découragement.
un ami à moi qui disait tout le temps, quand t'es pas passé à 2 fois de lâcher, ça veut dire que tu vas finir ton doctorat. Parce que il y a une fois où tu as dit, oh non de Dieu, dans quelle chose je me suis embarqué. Une deuxième fois, et là, ta vision à tunnel vient, tu dis, j'espère, je vais quand même y aller. Et je vais y aller. Mais en réalité, et tu as raison, le doctorat pour moi, c'est après. Une fois que tu as le papier, là, tu as défendu ta thèse, puis on te dit, voilà, là, puis que le jury te dise, OK, Boucar, si tu avais à refaire cette thèse, qu'est-ce que tu aurais changé, tu sais? Puis tu as envie de répondre, moi, j'aurais changé de directeur, mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Alors, et après ça, ben là, c'est la suite. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que des fois, arrive un moment où tu dis, OK, je l'ai fait comme moi. En terminant, j'ai réalisé que le métier de chercheur, c'est pas pour moi. La dimension sociale, avoir des gens, communiquer à un plus large public, communiquer par le rire. Parce que même quand j'ai défendu ma thèse, j'ai mis des blagues là-dedans et j'ai vu que le jury n'aimait pas ça. J'avais fait une caricature de moi avec un bâton de baseball, OK? Et ils ont pris ça. Et là, c'était ma première diapositive. C'était écrit défense de thèse. C'est avec le. Et Oui, ça, c'est et pris là, comme j'ai du... vu, en tout cas, j'avais un professeur français qui était dans mon jury de thèse, puis j'ai vu qu'il a vu ça comme une agression, tu vois. OK, ouais, un manque de sérieux. Oui, 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 non. Là, j'ai vu que l'humour et la science, ça se mélangeait pas dans les hautes sphères. D'accord? Donc, comme je voulais faire de l'humour, j'ai dit, OK, donc, je vais me détacher de la recherche après. Donc, c'est vrai, ce que tu vas faire après, je pense, est beaucoup plus important que cette vision en tunnel pour arriver à décrocher le diplôme, je pense. Mhm. Et donc, quand tu as réalisé ça, est-ce que c'était vraiment à la fin et dans cette défense où tu as compris que ce que tu essayais de faire n'était pas apprécié et était même peut-être mal vu, ou tu l'as vu un peu avant et tu as pu commencer à préparer un chemin alternatif, disons, ou différent? Oui, je l'ai vu avant. C'est une très bonne question. Moi, quand j'étais au doctorat, j'enseignais quand même. Donc, j'ai enseigné au bac, à la licence, pour ceux qui nous écoutent dans la francophonie, parce que le bac, c'est pas le bac français que nous avons fait. C'est pas le bac ici. Le bac ici, c'est les 3 années de l'université où tu décroches une licence. Donc, j'ai enseigné aux étudiants euh, première à la licence, d'accord? Donc, j'ai enseigné au bac. Et puis donc, je voyais que moi, enseigner une discipline comme la biochimie structurale ou le métabolisme énergétique, la physiologie humaine, je pouvais le faire en utilisant l'humour. Et les étudiants adoraient ça. Là, j'ai dit ça, moi, ça me nourrit ça. Ça me nourrit vraiment pendant que j'enseigne. C'est pour ça que je recommande aux gens, quand tu es dans un processus doctoral, je pense que de prendre des charges de cours si c'est possible, ou alors d'être un assistant de laboratoire, ça permet de voir ce que tu aimes vraiment faire. Honnêtement, c'est. Et moi, j'ai vu que mélanger l'humour pour faire et la biochimie pour faire comprendre des complexes comme l'enzymologie ou la cinétique enzymatique qui rebutent les étudiants, j'avais une expertise là-dedans. Je considérais ou utiliser la cuisine comme outil parce que j'étais devenu un très bon cuisinier par la suite, d'utiliser la cuisine comme outil pour enseigner la biochimie structurale, parler des réactions de Maillard, raconter aux étudiants pourquoi quand on marine la viande, et parler de pourquoi le lait déborde, tous ces trucs qu'avait exploré d'ailleurs un scientifique français qui s'appelle Hervé Tiss. Pour ceux qui nous écoutent, Hervé Tiss était fantastique parce qu'il écrivait la chimie de la cuisine, la gastronomie moléculaire. Moi, j'ai découvert ces bouquins-là et en enseignant avec ces bouquins-là, en utilisant l'humour, j'ai compris ce que je voulais faire après mon doctorat. J'ai compris. Et c'est ça que je fais maintenant. Ben oui, tu as réussi après à en faire ton activité principale et globale. Et donc c'est sûr, c'est en enseignant, en aidant les jeunes à retenir d'une façon différente de ce que toi tu avais reçu dans l'enseignement français, comme tu dis, à retenir des choses compliquées, rébarbatives. Et ça, j'imagine que dans ce déclic-là, il y a une part du déclic. Bon, ça a été, oui, tu t'es engagé à avoir des charges de cours, mais le fait
d'avoir un retour direct et positif des élèves, ça a été clé. Parce que quand on est juste dans le laboratoire, il n'y a pas de retour direct de ce que tu fais. Des fois, ça prend 5 ans, 10 ans, ou des fois, on continue notre trajet, on ne sait même pas ce qu'on a fait, où c'est allé dans le corpus scientifique et qu'est-ce que ça l'a aidé. Mais là, au jour le jour, tu sentais que tu faisais quelque chose, ça marchait et tu avais un retour. Ça a dû être très gratifiant. Voilà. Voilà, là tu touches au point. C'est le mot gratifiant. Pour moi, c'est ça, là, c'est de dire, OK, moi, l'humour m'habite bien avant la science. Donc, faire rire les gens, c'est un trait naturel chez moi. Bon, je n'entrerai pas là dans les détails, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, même chez les enseignants, chercheurs, il y en a beaucoup. La curiosité multidirectionnelle aussi. J'aime la biologie, mais j'aime l'anthropologie, j'aime l'histoire, j'aime la poésie. Donc, moi, j'ai toujours lu très large comme ça. Et je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de pont entre toutes ces disciplines-là? C'est les sciences sociales, les sciences humaines. C'est les sciences sociales et les sciences pures. Pourquoi l'humain a créé les sciences sociales en disant, ben nous, ça c'est sciences humaines. On peut dire les sciences humaines, ok? Sciences humaines et les sciences pures. Comme si nous, on ne faisait pas partie de la nature. On a les sciences humaines et les sciences de la nature. Mais nous, on fait partie de la nature. Et pourquoi on n'essaie pas de créer un pont entre ces disciplines-là? Moi, ça a été toujours ça. Et puis, au Québec, les gens me connaissent pour l'émission La Nature selon Boucard, qui était diffusée à Radio-Canada pendant 10 ans et diffusée en Suisse aussi. En Suisse, les Suisses ont choisi cette émission-là et diffusée à la radio, à la radio suisse, en Suisse en tout cas. Bon. La Nature selon Boucard, je l'ai conçu vraiment à partir de cette expérience-là. Comment faire pour tendre un pont entre les sciences humaines et les sciences de la nature, pour rappeler à l'humain qu'il fait partie de la nature. Même s'il pense qu'il fait pas partie de la nature, ben, il faut qu'il réalise que le rire, c'est pas spécifique à lui. Les chimpanzés rient, les singes rient, le rire a 30 millions d'années dans l'évolution, en fait. Donc, j'ai conçu ça, et ça, c'est né vraiment pendant que j'avais cette réponse-là. Et je reviens à la gratification dont tu parles. Parce que je pense que c'est important quand tu es dans un processus doctoral. Le laboratoire, c'est pas l'endroit. Le laboratoire, on parle de ce que tu as trouvé, ce que l'autre a trouvé. L'équipe se réunit, c'est l'avancement des travaux. Mais il reste que c'est un monde quand même, c'est des systèmes souvent fermés. Les seules fois où on se parle beaucoup, c'est quand on est dans un congrès. Mais quand tu vas dans un congrès pour faire une présentation, tu prêches à des convertis aussi très souvent. Les gens comprennent de quoi tu parles, vous parlez le même langage. Et moi, je me suis dit, socialement, pour m'épanouir, faut que je réussisse à parler d'autre chose que de l'éperlan arc-en-ciel. Parce que pas sûr que quand tu vas dans un party, et puis le party pogne, puis t'essayes d'élargir tes horizons, de rencontrer des gens, leur dire, moi, je fais de la biologie, puis je broie des éperlans dans un laboratoire. Pas sûr que ça va marcher, là. Ça va pas pogner. Ça pognera pas du tout. Alors, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le mot gratification, je l'aime bien. Ça, en tout cas, ça a été déterminant pour moi. Pour beaucoup plus le reste. C'est de voir dans les yeux des étudiants dire, oh, mais c'est si simple que ça. C'est fantastique, Boucard, tu nous fais rire, mais en même temps, on apprend des choses. Et aujourd'hui, je me promène et je rencontre des étudiants à qui j'ai enseigné à l'époque, qui ont fait des doctorats aux États-Unis, qui sont 1000 fois plus qualifiés que moi. Tu sais, ils ont fait des doctorats, ils ont aimé la chose, ils ont poussé plus loin. Et cette gratuité, et ils viennent voir mon spectacle. Et ils réalisent que j'ai pas changé. Ce que je faisais dans la salle de classe, c'est ça que j'ai déplacé dans les salles de spectacle. Donc, ton étoile polaire s'est mise à briller à ce moment-là. Tu savais vers où t'en aller. Ça, c'est génial, c'est précieux dans une vie de doctorant d'avoir un espèce de point repère qui, même dans la tourmente, on sait qu'on peut c'est là qu'on va s'en aller. C'est là qu'est notre salut, disons. Mais après, il faut quand même finir. Il faut quand même rédiger. Il faut quand même défendre. Et là où je trouve que ton témoignage pourrait être précieux, ce serait de partager un peu comment, une fois que tu as compris qu'il y avait quelque chose là, c'est là que tu sentais que tu pouvais briller, mais aussi que tu avais des expériences gratifiantes, comme on disait. Comment est-ce qu'après tu te dis, bon,
j'ai trouvé cette espèce de diamant en brut. Je vais le polir tranquillement, mais il faut que je continue à faire ce doctorat et il faut que je le termine parce que je me suis lancé dans cette mission et on veut toujours terminer un projet. Comment on fait quand on comprend que, bon, on veut pas suivre exactement le trajet de notre superviseur? Souvent, on voit leur vie et tout l'administratif qu'il doit faire et tout ce qu'il y a quand on est chef de labo, on se dit, ah, finalement, c'est pas ça que je voyais. Ou, comme tu dis, juste le monde et le jour de la recherche, c'est pas quelque chose que je me vois faire ça pendant 20 ans par après. Comment après est-ce qu'alors on commence à stratégiquement, monter, placer des briques sur un mur de quelque chose qui va après être notre tremplin pour l'après? Parce que ça, c'est ça qui fait beaucoup de peur aux gens, ou ça les prend par surprise à la fin, quand ils ont défendu, et là, ils sont au bord d'un précipice. Ben, moi, je pense que ce qui est important, c'est la méthode de travail. Tu peux l'appliquer dans n'importe quelle situation par la suite, parce que des doctorats, il y en a qui finissent, qui travaillent pour le gouvernement, hein, qui travaillent qui vont ailleurs. Il y en a qui se réorientent, il y en a qui décident que la médecine, c'est ça qui les intéresse par la suite. J'ai vu ça. Des gens qui disent, OK, mais moi, je pense que c'est de trouver pendant ce processus-là la chose qui t'intéresse. Et moi, j'ai des amis qui, pendant qu'on faisait le doc, ils avaient compris que ça deviendrait des chercheurs. Je pense à mon ami Sophie Breton qui est professeur à l'université de Montréal présentement, Nathalie Lefrançois qui est chercheur pour le biodôme. Donc il y a beaucoup de gens qui comprennent que ça là, c'est pour eux autres. Elles aiment ça, ces personnes-là vont voir la recherche. Et il y en a qui touchent quelque chose puis qui disent peut-être ça, ce serait intéressant pour moi. Il y en a aussi qui choisissent de dire pour moi le métier de chercheur ça m'intéresse pas, le travail de laboratoire j'aime bien ça, je vais être un assistant chercheur. Donc je vais rester là, supervisé par quelqu'un, je gère le lab et les étudiants gradués qui travaillent là-dedans. Et moi je pense qu'à partir du moment où tu as touché ce que tu veux faire, ça te donne le courage de finir ce que tu es en train de faire. C'est pas? Et une fois que tu l'as fini, ben le reste, c'est ça, là. Moi, je savais que je trouvais plus gratifiant d'écrire un livre de vulgarisation scientifique que d'écrire un article de science. Les articles de science sont fantastiques. Faut dire que je pompe aussi ce que les gens qui ont écrit les articles ont cherché. Parce que c'est ça, la vulgarisation. C'est prendre ce qui appartient à quelqu'un et l'habiller autrement pour faciliter la digestion de l'autre bord. Et donc, à partir de ce moment, tu dis ce que je fais avec ça, c'est ça. Et tu te dis aussi que le doctorat, c'est une étape parce que c'est tellement spécialisé ce que tu fais que quand tu finis, il faut faire attention pour ne pas devenir un analphabète social. C'est-à-dire quelqu'un qui, quand tu parles, les autres ne t'écoutent pas parce que ça, ils n'ont pas d'intérêt pour ça. Et il y a des gens comme ça, j'ai des amis comme ça, qui sont tellement obsédés par ce qu'ils font en recherche, qui ont l'impression que ça intéresse tout le monde. Et que quand tu arrives, puis on te parle d'autre chose parce que tu es toujours concentré sur la même chose tout le temps, tu finis par parler à juste une minuscule partie. Et ça, je l'appelle ça l'analphabète social. Tu n'es pas capable d'élargir les choses. Donc, une fois que tu as fini, c'est là que la formation commence. Dans mon cas, en tout cas, puis je dis souvent à mon ami Pierre Blier, qui a été déterminant pour moi, comment faire pour finir? Tu l'as dit, il faut s'entourer de gens qui t'encouragent aussi. Moi, je suis passé à quelques centimètres de dire, ah, je suis plus capable. Puis ça a été Pierre qui m'a dit, viens, on va aller souper. Puis Pierre, c'était pas mon directeur, il faisait partie de mon comité de thèse. Mais Pierre, qui est un biochimiste de l'université de Rimouski, il me dit, non, faut que tu le finisses, là. Hey, non, mais t'es parti d'Afrique, t'es venu ici, imagine. Faut que tu le fasses. Finis ça. Et ça a été quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup. Pierre avait une curiosité multidirectionnelle de la science. Il cuisinait, il aimait la chimie, il aimait l'histoire, il aimait l'anthropologie, il lisait dans tout. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'a nourri beaucoup de ce côté-là. Et ça a été déterminant. Donc, pour finir, il a été déterminant dans mon parcours. Et une fois que j'ai fini, j'ai dit comment je vais faire maintenant pour être utile en sciences. Parce que c'est ça. Parce que tu peux pas faire un doctorat, arriver là, le lâcher, puis dire je deviens humoriste, puis je raconte ce que j'ai fait avec ma copine hier, quand ma copine m'a chicané, je suis allé faire l'épicerie. Parce que ça, c'est très populaire en humour. Qu'est-ce que tu vas faire?
Et c'est là que moi, ma formation a commencé, David, pour vrai. Comme biologiste, ma formation a commencé après mon doctorat. Je pense que j'ai lu et appris 20 fois plus après mon doctorat que quand je l'ai fait. OK? Et donc, ça m'a amené à élargir mes horizons et à dire, OK, c'est sûr que j'ai abandonné la science, je publie plus d'articles scientifiques, mais entre-temps, j'ai publié quand même quelque chose comme une quinzaine de bouquins. J'ai publié une quinzaine de bouquins qui parlent de science. Donc, pour moi, ça a été l'après. L'après a été plus déterminant que le fait d'avoir le doctorat pour moi. Oui, ça a beaucoup de sens. Et ça m'amène à une réflexion qui est, je pense que quand on émigre, comme toi, moi, moi je viens du Portugal, je suis venu ici pour le doctorat, toi tu es venu du Sénégal. Déjà, tu sais, c'est comme une espèce de voyage initiatique que de partir très loin de chez soi. Et donc, en tout cas, on mature d'une certaine façon, mais c'est possible pour beaucoup de gens qui nous écoutent que le doctorat soit juste la suite de toute la scolarité qu'ils ont eue, surtout si tu restes dans le coin où tu as toujours été. Et donc, de s'imaginer que à la fin du doctorat, j'ai ce papier qui est le plus haut diplôme et donc maintenant, le monde devrait m'accueillir et me donner des opportunités et me placer. Et ça, c'est encore quelque chose qui à la fin finit par être un obstacle parce que si tu penses comme ça, tu ne te prépares pas à ce grand apprentissage qui vient après. Et donc, quelle est pour toi l'importance de l'humilité après avoir ton doctorat dans cet exercice de là? Il faut que, je peux dire que je me réinvente, mais pas juste ça. Il faut que je sois conscient que maintenant, je recommence, entre guillemets, à zéro après mon doctorat. Oui, mais ça, je pense que ça, c'est fantastique comme réflexion parce que pour moi, il y a le diplôme. C'est pas juste le diplôme, mais le diplôme, c'est juste une espèce de petite trampoline. On te donne la trampoline, puis on dit maintenant, exerce-toi à sauter plus haut. Et plus tu vas sauter, et ce travail-là, il faut le faire. Mais c'est pas juste ça, parce que parmi les immigrants, nous, le Québec, le Canada accueille beaucoup des immigrants très diplômés, d'accord? Donc, moi, j'ai des amis sénégalais, ils ont fait des doctorats en mathématiques en France, des doctorats, tout ce que tu peux imaginer comme doctorat en Union soviétique, en Belgique. Ils immigrent ici. Et moi, souvent, j'ai des rencontres où je dis aux gens, vous savez, dans nos pays, on valorise beaucoup le diplôme. Quand tu dis j'ai un doctorat, les gens font comme mais ici, c'est pas ça. Le doctorat, ça vient et t'as parlé de l'humilité. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis venu ici, c'est l'humilité des gens. C'est de savoir que tu peux côtoyer le plus grande sommité dans son domaine et tu sauras pas que c'est lui. Ce qui est très différent dans le système d'éducation où toi et moi, on a été éduqués. Portugal, je ne sais pas, mais moi, j'ai étudié un peu dans le système français. Mais quand les professeurs titulaires arrivent, ben, tu le sais que c'est un professeur titulaire et il te dit que c'est un professeur titulaire. C'est pas, et puis donc, ici, l'humilité d'abord. Et la deuxième chose que je leur dis, c'est que le doctorat, c'est un diplôme. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui est agréable socialement. Il y a le travail de t'intégrer socialement qui est important aussi. Parce que le succès, je pense que dans n'importe quel pays où on va, le succès académique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça là, le succès en milieu du travail, d'accord? Une partie, c'est ce que tu as fait, et l'autre partie, c'est la façon dont tu te comportes avec les gens qui sont avec toi, n'est-ce pas? Parce que tu peux avoir un doctorat, t'es engagé, mais quand les gens réalisent que bon, ben, t'as des méthodes dictatoriales avec les étudiants, et t'as rien à foutre des gens qui travaillent avec toi dans le laboratoire, t'as des méthodes de macho, discrimination, l'égalité homme-femme, t'en as rien à foutre, tu sais, ben, tu finis toujours par échouer. Alors, donc, c'est pour ça que je dis, une partie, c'est le diplôme, l'autre partie, c'est comment t'es avec les gens, et la troisième partie, c'est comment tu continues d'apprendre, d'utiliser la trampoline pour aller plus haut. Et ça, il faut le faire parce que des fois, quand on est engagé comme un chercheur dans une discipline et qu'on est concentré complètement là-dedans, OK, arrive au moment où on oublie qu'il y a plus large que ça. Tu sais, plus large que ça. Et l'exemple que je te donnerai et qu'on citait souvent, c'est une fille qui faisait un doctorat dans en océanographie sur le transport actif. Tiens.
comment les molécules franchissent les membranes cellulaires et tout, et ce transport actif d'une substance quelconque en écotoxicologie est tellement concentré là-dedans, arrive la défense de thèse, puis un professeur lève la main puis lui dit, c'est quoi le transport actif? Et elle savait pas comment, c'est quoi le transport, parce que pour lui, c'était important, c'est ses résultats, mais a oublié qu'il y a la partie fondamentale de la chose qu'il faut comprendre avant. Et ça, pour le faire, il faut retourner à la base, élargir tes horizons, pas juste te concentrer sur les résultats que tu obtiens et que tu notes à partir de ton laboratoire. Et ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup. Beaucoup de gens qui font des études supérieures font cette erreur-là, c'est de ne pas avoir une vue globale, tu sais. Regarder globalement la chose. Et ça, pour arriver à ça, il faut, je reviens à l'humilité, tu en as parlé, continuer à apprendre, élargir ses horizons. Faut que tu élargisses. Pas juste lire la biologie et l'écotoxicologie, mais lire l'histoire, essayer de trouver des liens. Et la dernière chose, c'est socialement, quand tu es un immigrant, ce que t'es, ce que tu as fait, ce que tu es est aussi important. Ce que tu es, la façon dont tu comportes, tu vis avec les gens est aussi important que le diplôme que tu amènes, si gros soit le diplôme. Pour ce qui est de cette concentration exagérée ou exclusive sur les deux molécules qu'on étudie versus le concept, les concepts plus généraux, puis ce que le public peut comprendre. Une chose qui est positive dernièrement que je vois, c'est il y a quand même beaucoup d'initiatives qui poussent les jeunes chercheurs, qu'ils soient au doctorat ou qu'ils soient des jeunes chercheurs déjà après leur doctorat, à prendre part à des événements ou des projets de vulgarisation. Ça, c'est dans les dernières 5-10 années, là, il y a quand même quelque chose qui change et qui est... Hier même, j'étais à Québec à un événement Parlons Sciences du Fonds de recherche du Québec et c'est quand même incroyable ce que les gens peuvent faire, qu'ils soient des étudiants ou des chercheurs et comment tu vois leur passion et comment eux, ils sentent que le fait de sortir des murs du labo et de devoir préparer quelque chose pour le grand public leur donne même un autre sens de valeur de ce qu'ils ont fait toute leur carrière. Oui, mais absolument. Et ça, je trouve ça fantastique parce que dans le mot vulgarisation, tu sens le dédain que la science a pour ça. C'est, je dis, quand tu sais, je fais de la vulgarisation, c'est comme si on disait, tu sors du cercle initiatique des scientifiques. C'est vulgaire ce que tu fais. Ouais. N'est-ce pas? C'est vulgaire. Ça veut dire que la science, ça doit rester une espèce de chasse gardée entre nous, les initiés, un peu comme sous l'Angleterre victorienne, à l'époque de Darwin. Mais non, ça doit pas être ça. Pour moi, la science, on gagne à la démocratiser, à l'amener au grand public pour que les gens comprennent les concepts de base. Et on l'a vu quand la COVID est arrivée. Le nombre d'individus qui commencent à dire non, mais ça marche pas. Et les scientifiques qui pataugent en essayant d'expliquer des choses, ça passe pas. Et ce travail-là, fallait le faire en amont. Et je suis d'accord avec toi. Moi, je lis énormément, vu que j'écris dans la presse et de temps en temps, je parle d'un livre de science, de vulgarisation scientifique. Et donc, les gens m'envoient les livres qui sont publiés publiés au Québec en vulgarisation scientifique. J'en reçois beaucoup. D'ailleurs, avant de te parler, j'avais reçu celui-là. Notre cerveau à tous les niveaux, tu sais. Je lisais ça avant qu'on commence. Et puis, je sais pas, c'est l'auteur, comment il s'appelle? C'est Bruno Dubuc et Yvon Ranger, tu sais. En tout cas, j'étais juste à côté quand je parlais avec toi. Mais des livres comme ça, il y en a plein maintenant dans toutes les disciplines. Et je trouve que c'est une façon aussi de rendre à ceux qui financent la recherche ce qui leur appartient. N'est-ce pas? De leur faire comprendre ce qu'on fait dans les laboratoires. Il y a beaucoup de grands scientifiques qui ont fait des livres, tu sais. Harari, c'en est un. C'est Sapiens, qui n'a pas lu Sapiens dans ce monde? Moi, le primatologue néerlandais Frans de Waal, que j'aime beaucoup, que je cite dans mon spectacle que tu es venu voir, qui parle beaucoup des bonobos et des chimpanzés, qui est décédé, il a écrit plein de bouquins. Les Pascal Pic en France, c'est Pierre Jouventin, c'est des gens que j'aime beaucoup, des gens qui ont écrit des bouquins fantastiques, je veux dire, et qui prennent la science et qui décident de l'habiller, d'essayer d'élaguer, et pour que monsieur et madame tout le monde puisse s'approprier à sa façon ces concepts qui leur appartiennent.
parce que c'est les fonds publics qui financent la recherche. Donc, normalement, on devrait être obligé de le faire. Tu sais, je veux dire, ce que tu fais là, ton podcast que tu fais, et quand tu me l'as expliqué, mes yeux ont fait ça. J'ai dit, mais voilà, ça, normalement, les fonds de recherche qui nous écoutent, ils devraient financer ton podcast pour parler directement à le chercheur, pour leur dire, regarde, écoute, c'est ça que vous devez faire. Ça fait partie du devoir. Parce que quand tu publies un article, David, il est cité combien de fois par année? Hein? Quand les gens ont 10 citations, ils sont contents. Toi, ton podcast est écouté par combien de personnes? Hein? Si tu fais la comparaison, quand tu écris un livre de vulgarisation qui est vendu à ce que fait Harari partout sur la planète, tout le monde s'intéresse au sujet maintenant à cause de lui, et il y en a plein de gens d'autres qui le font en biologie végétale. Pour moi, ça fait partie des agences qui financent la recherche, devraient financer ça. Ça, parce que ça fait partie pour moi, c'est important, ça. Ben, merci de le dire. Ils écouteront sûrement. Mais ce qui est le fun, c'est hier, ça, le type de programme qu'il y avait s'adressait et aux chercheurs, mais aussi aux étudiants. Il y en avait un, c'était sur les objectifs de développement durable. Regard ODD, il s'appelle, et l'autre, c'est Dialogue. Et ça revient à chaque année. Donc, si vous êtes aux études et vous nous écoutez, et comme Boucard disait, vous voulez suivre ce conseil d'élargir vos horizons, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a en vulgarisation scientifique autour de vous pendant que vous êtes aux études et que ça vous est offert, parce que organiquement, ça va étendre votre horizon, ça va vous mettre en contact avec d'autres gens et ça va vous faire penser à votre recherche d'une autre façon. Et je pense que c'est des occasions, ça existe maintenant. Il y a de l'énergie mise à ce que ça continue et ce que ça s'améliore. Donc, moi, je trouve qu'il faut en profiter. Et je pense qu'à la fin, quand vous aurez fini, ça va vous servir par après. Toujours, parce que même si vous êtes chercheur, ça va vous servir. Mais oui. Même si vous êtes chercheur. Moi, honnêtement, là, les gens que j'ai vus, que j'ai regardé, j'ai dit, si j'ai resté chercheur, je voulais ressembler à ça. Ce sont tous des gens qui ont des curiosités multidirectionnelles. C'est jamais des gens qui disent, je suis biologie, je reste dans la biologie, je suis physicien, c'est la physique, je suis mathématicien, c'est les mathématiques. C'est toujours des gens qui s'intéressent à la cuisine, à l'histoire, à la philosophie, et à un moment donné, c'est comme ça qu'on tisse des liens. Parce que tout ça, il y a une façon de tisser des liens dans tout ça. Et souvent, les gens lisent ça puis ils font, oh, c'est intéressant. Moi, ça fait 12 ans que j'écris des textes dans la presse. Okay? 12 années cette année. 12 années. Et la raison pour laquelle ces textes fonctionnent, c'est que souvent, je regarde l'actualité et je dis, OK, bon, je vais l'aborder sous l'angle de la biologie, avec un peu d'histoire, un peu de philosophie là-dedans, pour voir est-ce que ça va résonner chez les gens. Parce que c'est facile de dire, OK, la guerre est terrible, ce qui se passe à Gaza. On le voit, c'est épouvantable ce qui se passe à Gaza. Tout le monde écrit là-dessus, beaucoup de morts et tout. Et moi, j'arrive et je dis, OK, l'empathie à géométrie variable. Je vais écrire là-dessus. L'empathie à géométrie variable. Comment nos neurones d'empathie, nos neurones miroirs peuvent s'éteindre devant certaines choses. Et pourquoi, mettons, quand tu fais bouillir un homard, ça dérange personne. Il y a beaucoup de gens, ça les dérange pas, tu sais. Mais quand tu touches un chat, ben là, tu mérites d'être jeté à l'extérieur des murs de la cité. Donc, on a cette espèce, et j'amène ça chez l'humain. Puis j'ai dit, vous savez, on peut faire la même chose avec l'espèce humaine. Il y a des gens, à cause de la religion, de l'appartenance ethnique, des conflits territoriaux, arrivent au moment où on déshumanise complètement des gens. On les déshumanise et des fois, leur souffrance, là, nos neurones miroirs ne s'allument plus. C'est triste. C'est terrible ce qui se passe. Et quand tu écris ça et tu parles de la biologie, tu arrives à l'humain et du coup, les gens ont quelque chose de complètement différent. Parce qu'il y a personne qui l'écrit dans la presse, ça. Et moi, c'est à peu près ça que je fais dans la presse. Mais ça, j'aurais jamais pu le faire sans avoir une lecture complètement très large. J'élargis beaucoup. Je vais élargir vers la philosophie, je vais élargir vers la psychologie. J'aime beaucoup les sciences de l'évolution, la biologie végétale. Et arrive au moment où tu dis, je vais trouver un lien. Je vais trouver un lien et je vais bâtir quelque chose. Et souvent, les gens qui influencent énormément la science, souvent étaient des gens comme ça. Il y a des gens, tu sais, je veux dire, qui sont
je pense en biologie de l'évolution, quelqu'un comme Richard Dawkins, c'est fantastique, Dawkins, ce qu'il écrit. Stéphane Jay Gould, qui est parti, qui nous a quittés. Mais récemment, j'ai lu un livre extraordinaire, écrit par une... Et puis cette fille-là, ça a été une étudiante de Richard Dawkins. C'est Dawkins, elle a écrit, elle s'appelle Lucy Cook. Regarde ça. Comment s'appelle le livre? Lucy Cook a écrit un livre qui s'appelle Bitch, le pouvoir des femelles dans le monde animal. Ben, moi, je te dis, là, des 10 dernières années, c'est la lecture la plus extraordinaire que j'ai eue. C'est une étudiante de Richard Dawkins qui a décidé de revisiter l'évolution sous l'angle du patriarcat. Comment le patriarcat sous l'Angleterre victorien a décidé tout ce qu'on promène dans les sciences de l'évolution jusqu'à aujourd'hui, et qui fait que le spermatozoïde, il bat de la queue, puis il traverse l'utérus, puis l'ovule est là, puis il attend comme une princesse. Mais toutes ces choses qui sont fausses et qu'on promène et qui viennent de très loin, et que la phallocratie a laissé des traces comme ça, les femelles qui pendant la reproduction sont atteintes, sont farouches, sont passives, les mâles qui s'activent. Tout ça, il y a un peu de vérité là-dedans, mais la grande majorité est faux. Et c'est ça qu'elle défait. Et pour moi, cette fille, si elle était restée juste en recherche, elle a cannibalisé toutes les femmes féministes qui font de la recherche qu'on connaît pas tant que ça, hein. Et on les connaît pas autant que Richard Dawkins ou Stéphane Jay Gould ou les autres mâles, Richard Dawkins ou Hamilton mais elle a cannibalisé tout ça et elle a fait quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, et je pense que toutes les personnes qui vont lire ce livre vont regarder ce sujet-là avec beaucoup plus de réserve maintenant. Cette façon de décrire la femelle passive et les mâles qui compétitionnent, puis les caractères sexuels secondaires, c'est les mâles qui les développent parce qu'ils ont une surcharge d'énergie, puis que les femelles sont passives, et tu vas finir par tu vas réaliser en lisant ce livre que les femelles ont plus de pouvoir que ça dans le monde animal, beaucoup plus. Moi, je pense aux hyènes. C'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu quelque chose sur les hyènes. Ah, les hyènes, il y a beaucoup d'exemples autres que les hyènes, mais c'est un regard global qui change radicalement une façon de voir certains aspects. La théorie de la sélection sexuelle de Darwin, tu le verras plus jamais de la même façon après avoir lu ces livres. Bon, ben là, je le mets sur ma liste d'achat pour le Père Noël. Maintenant, je vais partir de ce point que tu viens de dire. Ce point de avoir un point de vue très grand et d'être capable de prendre tout plein de références scientifiques et d'apporter un message que le grand public peut consommer et, comme tu le disais, dont il peut s'approprier et qu'il peut comprendre, parce que c'est ça, une des choses qui était critique pendant le temps de la COVID, c'était les mésinformations et les fausses informations. Et tous ces scientifiques qui décident que, eh bien non, je vais prendre moi la responsabilité de créer un message qui va être lisible et que les gens vont pouvoir retenir parce que il est drôle, parce que ça peut être par l'art, ça peut être, mais parce qu'il n'y a pas de jargon, c'est pas compliqué et il y a de l'émotion, mais je vais le faire moi-même et comme ça, je contrôle aussi un peu ce message scientifique dans la société versus laisser différents médias d'intox faire leur intox. Mais une des questions que je voulais te poser, c'est parce que toi, tu racontes des histoires. Et je l'ai dit dans l'introduction. Un des problèmes que je vois quand quelqu'un finit, qu'un jeune doctorant fait sa défense, c'est qu'il ne veut pas continuer en recherche, c'est que souvent les gens, l'histoire qui commence à se raconter, parce qu'ils ne vont pas poursuivre, parce que la dernière a été difficile, c'est une histoire d'échec. Et d'après ce que toi, tu m'as raconté, quelques-uns des facteurs qui ont fait que toi, tu as pu commencer à réécrire ou à préécrire ton histoire avant la fin, c'était des gens autour de toi, comme Pierre, d'ailleurs, son nom de famille, je l'ai perdu. Pierre Blier. Pierre Blier. Ouais. C'était tes élèves et cette interaction. Donc, une des choses que je vois, c'est pour avoir cette capacité de réécrire son histoire, parce que là on a compris qu'il va y avoir un nouveau chapitre où il va y avoir un tournant. C'est les gens, il y a les personnes qui sont autour de nous qui peuvent nous supporter, qui peuvent nous donner des retours, mais qui ne soient pas notre superviseur, parce que le superviseur, lui, il veut qu'on termine et qu'on remplisse nos objectifs scientifiques. Donc, il faut être sûr de ne pas s'isoler pendant son doctorat. Ça, c'est une des choses que je retire. Après,
la chose que je vois dans toi et dans l'écrivaine dont tu viens de parler, c'est votre vaste connaissance, mais aussi votre capacité de synthétiser, votre capacité d'analyser un problème d'une façon qui n'a pas encore été faite. C'est quelque chose dont la société a besoin. Que ce soit parce que vous allez être écrivain, écrivaine ou humoriste et donc de partager la science avec l'humour, mais aussi de travailler dans le gouvernement à faire des rapports pour des décisionnaires. Donc, avec tout ça, ce que j'essaie de construire, c'est qu'est-ce que tu pourrais nous apporter avec ton imaginaire à toi pour aider les gens à se dire, tu sais, ça se peut que ça ait l'air d'aller très mal maintenant, surtout vers la fin du doctorat, mais restez conscient que vous êtes l'écrivain et l'écrivaine de votre histoire et vous avez le droit de vous réorienter après la fin d'un chapitre qui avait l'air d'être l'apothéose, mais qui finalement ne va être... Tu sais, toi, tu le sais, là, des années sont passées. Maintenant, ton doctorat, c'est un blip quelque part dans le passé et n'a plus cette importance qu'elle a, surtout quand ça va mal. En tout cas, comme raconteur, comme personne qui passe son temps à tisser des histoires, quel conseil aurais-tu pour que chacun de ceux qui passent maintenant par là choisissent le chemin de s'écrire une belle histoire pour leur post-PhD, pour le post-doctorat, versus rester dans cette négativité de « Ah, c'était dur, c'est difficile, en plus j'ai quitté, donc je suis en échec ». Je pense, David, que c'est se coller sur quelque chose qui nous passionne. Parce que il y a l'obligation académique, comme tu dis, mais arrive un moment où il y a quelque chose, une étincelle, qui fait que qu'il y a quelque chose qui te passionne. Ça peut être l'écriture. Il y a des gens qui découvrent en écrivant des articles, ils adorent ça. Il y a des gens qui, c'est le laboratoire, acquérir les données, ils aiment ça. Il y a des gens qui découvrent que c'est aller chercher les données à l'extérieur, prendre le bateau puis aller échantillonner dans le nord. Ça, ils aiment ça, mais à partir du moment où ils amènent les échantillons dans le laboratoire, ils dépriment, ok? Il faut passer ça à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui font des assistants de laboratoire et ils découvrent que donner des trucs aux étudiants puis les voir te remercier, parce que ça, t'as directement là, c'est donner des cours, ça leur fait du bien. Il y a des gens qui trouvent que présenter des résultats, mettre de l'humour là-dedans, les habiller pour que les autres accrochent ça. Et donc, tout ça, c'est des étincelles. Et pour moi, à partir de ça, faut surveiller l'étincelle. Quelle est la chose que tu préfères le plus? Parce qu'on expérimente beaucoup de choses quand même quand on apprend à faire des présentations. Des fois, on donne des cours, on donne des charges de laboratoire, on écrit, on échantillonne, on analyse. Il y a beaucoup de choses quand tu fais ton doctorat, mais quelle est la chose que tu fais là-dedans en te disant ça, quand je suis rendu là, je suis heureux. Je suis content de le faire et je regarde pas ma montre en disant quand est-ce que le dîner arrive. Mais moi, je pense que c'est surtout ça. Surtout ça, puis élargir. Et ça, il faut le faire. Il faut élargir les horizons. Ce qu'a fait cette fille, Lucy Cook, ça se fait en science aussi. En science, il y a des articles qu'on appelle les reviews. À un moment donné, chacun fait ta petite recherche sur un sujet pendant des années et ça communique pas tant que ça. Arrive un moment où quelqu'un dit, OK, je vais prendre tout ce qui a été écrit. Là, je vais le mettre puis je vais voir quel est le lien là. Qu'est-ce qui nous unit toute cette gamme? Et souvent, ces articles-là sont les références. C'est tisser le lien. Comment on va faire pour tisser le lien, pour trouver une cohésion, une trame narrative dans tout ce que les gens ont fait depuis. OK? Il y en a qui le font sous forme d'articles et il y en a qui le font sous forme de bouquins. Mais je pense que dans tous les cas, l'importance de trouver ces chemins de passage-là, ce lien-là, et de trouver quelque chose qui nous passionne. Moi, je faisais rire les étudiants et les étudiants m'ont dit à un moment donné, Boucar, tu ferais faire les auditions du festival juste pour rire. Je suis convaincu de ça. Parce que vu que tu mélanges l'humour et la science, pourquoi t'écris pas un texte d'humour? J'ai dit, c'est un défi, je vais le faire. J'ai écrit un texte sur l'hiver. Je parlais de l'hiver. Je l'étudiais, mais j'ai écrit un texte sur l'hiver. Et je suis l'immigrant africain qui raconte l'hiver et qui l'analyse. Puis il y avait plein de conneries que je pouvais raconter là-dedans. C'est tous nous les Africains, quand on arrivait à Rimouski à l'époque, j'ai vu un ami guinéen sur une pente glissante. Il y avait du verglas. Il pouvait pas descendre. Il s'est mis à 4 pattes avec le sac sur le dos. Puis moi, j'étais en bas de la pente. Et là, Ibrahima, il me crie du haut de la pente, Boucar, essaye pas de monter ça, ça marchera pas. On prend des grippes de léopard pour s'agripper sur cette saloperie. ou
ou des étudiants qui sont venus, on leur a dit acheter des mitaines parce qu'ils étaient tout le temps gelés, les Africains. Gelés. Puis les deux étudiants sont partis puis ont acheté les mitaines de four. Ils ont mis les mitaines colorées parce qu'ils trouvaient ça beau. Alors, j'ai rassemblé des trucs comme ça. J'ai écrit un texte et ça a fonctionné. Et donc, j'ai gagné les auditions du festival. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Et tranquillement, j'ai fait des petits textes et j'ai commencé à comprendre que c'est ma passion. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, l'humour, c'est pas ma passion. C'est pas juste ça que je veux faire. Moi, je veux enseigner. C'est la biologie, ma première passion. Donc, un jour, je me suis assis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire qui est complètement différent de ce que font les humoristes québécois? J'ai dit, OK, Bouka, regarde, t'as un doctorat en biologie, mais il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Donc, j'ai dit, c'est ça. Je vais prendre la biologie et je vais l'amener dans l'humour. La biologie m'a amené dans l'humour, je vais prendre la biologie et la ramener avec moi. Et à partir de ce moment-là, je ne fais que des communications humoristiques scientifiques. Donc, c'est mon troisième spectacle qui parle de science, celui que tu as vu. Et c'est fantastique. À la radio, je suis arrivé là, j'ai fait la même chose. J'ai dit, je suis biologiste, j'aime faire rire, j'aime les sciences sociales et j'aime les sciences humaines et j'aime les sciences pures. Je vais prendre tout ça et les mélanger, ça fait la nature selon Bouka. Et à la télé, c'est ça que je fais aussi. Je fais des documentaires sur le cerveau, des documentaires sur l'alimentation. J'ai fait comme peut-être 16 documentaires à date, mais c'est toujours le même. J'ai pris les choses qui me passionnent et que j'ai envie de faire et je les mélange et je dis, OK, je vais amener ça. Vu que ça me passionne, je pense que je vais être bon pour le faire. C'est aussi simple que ça, hein. Pour moi, c'est ça. C'est de se coller à quelque chose qui nous passionne. Parce que quand on est passionné par quelque chose en science, on a envie de le pousser plus loin parce qu'on ne regarde pas la montre quand on le fait. Tu sais. Et on a envie d'innover, d'améliorer, d'élargir, et c'est ça que ça prend. Mais oui, mais oui. Et surtout, c'est ça, de ne pas se dire que du fait qu'on ne suit pas le chemin tout tracé, que les années qu'on a données de sang, sueur et larmes pour son doctorat sont perdues. Parce que si on suit le chemin tout tracé tout le temps, on fera pas quelque chose de nouveau, là. Le chemin tout tracé, on le suit, c'est que les gens ont marché là-dessus. C'est un peu facile aussi. On a tapé le chemin, mais si tu veux découvrir d'autres choses, je dis ça des fois de l'humour même, je dis, si tu veux faire d'autres choses, faut que tu prennes l'autoroute. Quand tu prends l'autoroute pour aller de Montréal à Québec, tu vas de Madrid puis Drummondville entre les deux. Mais tu peux prendre la 132. Là, tu vas découvrir les villages sur le bord du fleuve, c'est fantastique. Et donc, pour moi, c'est ça aussi, la démarche doctorale, c'est de sortir des chemins tout tracés aussi. C'est de dire, prends les chemins de Garnotte, prends la clé des champs, fais l'école buissonnière, sors et essaie d'explorer. Et en explorant, tu vas découvrir d'autres façons de valoriser ce qu'on t'a enseigné parce que c'est un tableau qu'on te donne. Un tableau. Le doctorat, c'est un tableau avec une esquisse dessus. Maintenant, ce que tu vas faire avec le tableau, ça appartient. Il y en a qui réussissent à peindre quelque chose d'exceptionnel avec ça, et il y en a qui prennent l'esquisse et qui passent dessus et qui renforcent les lignes et qui restent tout le temps dans les contours. Mais pour moi, c'est là où se trouve le défi. Le défi, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec l'esquisse sur le tableau qu'on t'a donné. Hein? Bouka, et on a passé une heure, ça a passé tellement vite, mais c'est ça. Regarde, je t'ai mentionné quand on s'était croisés que ma mère elle vient du Cap-Vert. Et au Cap-Vert, on dit une bonne conversation, c'est une voleuse de temps. Et, et je pense que c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. J'aimerais quand même te poser 3 questions pour la fin. D'accord. Et la première question est basée sur ce que tu viens de dire, d'aller dessiner en dehors du cadre. Et ma question, c'est où est-ce que toi, Boucar, en 2024, avec tout ce qui se passe, tes changements climatiques, toutes les crises migratoires, etc., et tous les autres problèmes plus grands, plus petits de la société, où est-ce que toi, tu aimerais voir plus de jeunes scientifiques dans la société autour de toi? Ben, moi, c'est sûr que sur l'écologie. L'écologie, pour moi, c'est l'écologie. Il faut faire la promotion de l'écologisme. Parce que
je le disais tantôt, on a créé les sciences humaines et les sciences de la nature. Ça, c'est à partir du moment où nous, les humains, on a décidé qu'on faisait plus quasiment partie de la nature. Notre gros cerveau nous permet de faire tellement de choses, mais on fait partie de la nature. Et les sciences humaines sont venues avec l'humanisme qui est fantastique, qui a été fantastique, mais l'écologisme a le mérite d'élargir cette chose-là au reste de la biodiversité qui partage la biosphère avec nous. Et pour moi, j'aimerais ça voir des gens dans l'écologisme. Et si vous avez un enfant qui veut faire de l'argent, ben là, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une science de la santé mentale. Parce qu'au moment où on est rendu, là, moi, je suis convaincu de ça. La tendance qu'on a prise, c'est une tendance à l'enfermement, beaucoup, beaucoup. Et le capitalisme numérique nous amène tout le temps vers ça. Restez chez vous, là. On va vous amener tout. Même vous voulez une réalité, on va la faire virtuelle, puis l'amener dans votre maison. Alors, et l'humain étant un animal social, quand tu t'enfermes comme ça, la maladie mentale s'en vient. Et on l'a vu avec la COVID. Donc, moi, je pense que les sciences de la santé mentale, ça, l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer ça. Je suis convaincu de ça, mais moi, comme individu écologiste, l'écologisme, oui, faut dire aux gens que l'humain est une espèce le pissenlit est une espèce qui mérite d'exister, que le moustique, on a beau le détester, ça mérite d'exister. Et que il faut que l'abeille, c'est absolument important. Et si les abeilles s'effondrent, notre monde au complet va s'effondrer. C'est pour ça que je dis, c'est cette partie-là. Moi, c'est cette partie-là. Ta première question. Excellent. La deuxième, c'est après ton doctorat, en début de carrière, disons, ou vers la fin du doctorat, quel aurait été, à ton avis, le meilleur conseil qu'on t'a donné comme jeune scientifique ou en tout cas en début de carrière pour ceux qui nous écoutent et qui ont besoin d'un petit coup de peps? Ah, le conseil, moi, je pense que deux, OK? Deux, c'est ce que tu fais et ce que tu es. Ce que tu es aussi important que ce que tu fais. Et ça, moi, je le répète souvent et je le répète encore. L'humain, c'est un animal social. Vivre en société, travailler en société, ça nécessite des raccommodements, de se retrouver dans des zones où tout le monde est confortable. T'as beau être le plus haut diplômé de la planète, si t'es pas facile à vivre, tu vas rester seul. Et des fois, même si on t'engage, les gens vont s'éloigner de toi. Donc, ce que tu fais de ton diplôme, ça dépend aussi de ce que tu es avec les gens. Élargis tes horizons. Mais c'est pas un conseil, c'est de l'observation surtout. J'ai vu quelqu'un que j'admirais beaucoup et qui m'a initié à l'enseignement. C'est mon ami Pierre Blier qui m'a initié à l'enseignement, qui m'a dit, essaye, je pars dans un congrès et je vais te donner mon cours de biochimie métabolique. Puis j'avais peur de faire ça parce que je connaissais la cinétique enzymatique, les équations qui viennent avec, puis j'avais peur. J'ai dit, est-ce que je vais y arriver? Il m'a dit, non, j'ai aucun doute. Vas-y, tiens, voilà. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Il m'a dit, vas-y. Et ça a été fantastique. Je me suis lancé. J'ai été 2 jours sans dormir parce que donner une classe à 70 personnes, ce cours-là, la cinétique enzymatique, puis moi, je me demande même si lui ne voulait pas le donner, ça fait qu'il me l'a refilé. mais ça m'a permis quand même de trouver une passion. C'est trouver une passion. Catalyser la curiosité multidirectionnelle. Ne jamais se concentrer sur ce qu'on fait. Élargir, puis de savoir que les sciences, c'est un arbre gigantesque. Puis quand tu te concentres sur une feuille, tu oublies l'essentiel. Et ça, la recherche nous enseigne à nous concentrer sur une feuille, mais la feuille est reliée à une petite branche qui est reliée à une grosse branche. La branche est reliée jusqu'au tronc et les racines. Même le savoir ancestral qui est constitué par les racines de la plante, c'est important d'aller fouiller là, dans l'histoire, dans le savoir ancien. Et c'est comme ça qu'on développe des choses nouvelles. C'est la curiosité. Voilà, en résumé. Ce que tu es d'abord, ce que tu es avec les gens, et la curiosité multidirectionnelle, ne jamais te concentrer sur une feuille. Regarder l'arbre de la connaissance globalement et essayer de piger un tout petit peu partout. Merveilleux, merveilleux. Maintenant, j'en ai une dernière, puis peut-être oui ou non, tu auras une réponse. Est-ce que dans la sagesse que tu partages souvent de ton grand-père, est-ce qu'il y a un message pour quelqu'un qui se sent perdu, qui est un peu dans le brouillard,
et qui peut être tu sais, en perte d'espoir de trouver quelque chose. Parce que ça, encore une fois, c'est quelque chose qui affecte beaucoup ceux et celles qui comprennent un peu tard qu'ils ne veulent pas faire de la recherche. Et là, ils ont peur d'entrer dans une espèce de cycle d'échec par après. Puis je te demande ça en sachant pas du tout si tu as une réponse. Oh, mais moi, moi, j'aime la question parce que pour moi, je veux dire, moi, j'adore. J'ai parlé de l'art de la science tantôt, puis j'ai parlé des racines profondes. Mais les anciens avaient un regard sur la science qui était pas si décalé que ça, hein. Il y en avait mais il y a des choses qu'ils comprenaient. C'est l'exemple que je donne dans mon spectacle que tu as vu. J'ai dit, vous savez, les grands singes, les anciens autour du monde soupçonnaient qu'ils ont une parenté avec l'humain. La preuve, orang-outan en langue malais, ça veut dire les hommes de la forêt. OK? Le mot chimpanzé dérive du Kikongo et ça veut dire les faux hommes. Le mot gorille, la plupart des gens pensent que ça vient de Goria en langue wolof. Du Sénégal, ça signifie les hommes. Donc tu vois, et Daniel Pauly, qui est un océanographe de Colombie-Britannique, fantastique, a appelé ça la référentielle mouvante. C'est important de s'approprier même la sagesse des anciens quand tu étudies quelque chose. Tu vas dans un écosystème du Nord, tu décides de l'étudier, puis tu ignores les Inuits qui sont là depuis plus de 20 000 ans. C'est pas une bonne idée. Donc, les anciens aussi ont des façons de regarder la science, mais aussi des façons de nous ramener à l'essentiel quand tout va mal. C'est pas, parce qu'un doctorat, c'est pas la fin du monde. Sauf que quand on a été éduqué à dire, il faut que tu réussisses tout le temps, tout le temps, tout le temps, la réussite, la réussite, la réussite, la réussite, c'est, arrive un moment où quand tu rencontres un écueil comme ça, ben, tu te dévalorises et tu t'autoflagelles, tu tu te frappes toi-même, t'as même pas besoin, parce qu'il y a des gens qui finissent dans des dépressions profondes à cause de ça. Ils se frappent. Ils n'ont même plus besoin de quelqu'un pour les punir. Ils s'auto-punissent. Puis à un moment donné, il faut retourner à l'essentiel. Puis de réaliser que il y a plein de gens qui ont fait des doctorats, qui sont morts et qui ont emporté le doctorat avec eux autres. Il y en a qui l'ont fait et qui ont décidé d'en faire autre chose et qui ont rayonné tellement plus largement sur la population. Donc, et ça, la sagesse des anciens te l'envoie. Te le dit. Je cite souvent le proverbe malgache qui dit un humain est vraiment mort que lorsque les vivants l'ont oublié. Mais pour que les vivants ne t'oublient pas, il faut semer l'amour. C'est plus important que ça. C'est le bien. Ce que tu fais avec ça, le bien que tu fais avec. C'est ça le plus important. Il y a des gens qui ont eu des doctorats, qui étaient des grands chercheurs, qui ont été nobelisés, et les horreurs qu'ils ont amenées à la planète sont horribles. Leurs découvertes ont été des sources d'horreur pour la grande majorité, et d'autres ont été des gens qui ont toujours resté dans la sagesse. Je pense à Albert Jacquard, qui est un individu fantastique. Hubert Reeves, Albert Jacquard, toute cette gamme. Il y en a beaucoup qui ont décidé de faire de la science quelque chose qui a rayonné beaucoup plus large que le simple laboratoire. Et donc, quand on finit son doc, ou on arrive à la fin, puis on est déprimé, faut juste dire une chose. Le monde, votre vie commence après. C'est après. Et ce que vous pouvez faire avec, ça dépend de vous. Voilà. Merveilleux. Et comme tu le disais, ça ne dépend pas de vous tout seul, mais de vous au sein d'un groupe d'êtres humains avec qui vous aurez établi des connexions, idéalement auparavant, peut-être en prenant partie à des projets interdisciplinaires, etc. Oui. Mais donc, si vous êtes encore dans le processus, essayez quand même tout de suite d'ouvrir le radar un peu plus et de créer des ponts déjà et d'emblée. L'humain qui est le meilleur remède pour son prochain. Les Sénégalais disent ça en proverbe qui dit Nit nitay garabam en wolof. Ça veut dire l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Même quand vous en arrachez à la fin du doc, c'est des gens qui vont vous sortir de là. C'est pas juste en concentrant, en disant ouais, il y a une partie de toi, une partie qui revient aux autres. Et partout où on est, il y a personne qui s'est réalisé tout seul. OK? Pour moi, partout où on est debout sur des fondations qui ont été construites par d'autres. Donc, la science, c'est ça aussi. La science, on a beau dire, les gens sont intelligents, l'humain est un animal intelligent. Notre intelligence individuelle n'est pas si énorme que ça.
C'est l'intelligence collective qui est importante. Il faut contribuer à l'intelligence collective. Et il y a un bouquin de Joseph Henrich, qui est un anthropologue de Colombie-Britannique fantastique, qui s'appelle L'intelligence collective, le succès de Sapiens. Ça, c'est un bon livre. Après ça, après avoir lu ce livre, vous allez dire, OK, c'est dans la collectivité que ça va se passer. Voilà. Merveilleux. Boucar, je vais prendre tous les livres que tu as mentionnés, je vais les mettre dans les notes d'épisode quand je publierai la version audio, parce que je trouve que ça va être intéressant que les gens puissent aller lire une fois qu'ils vont écouter. Mais c'est un super beau mot de la fin. Je veux te remercier de cette plus qu'une heure que finalement on a passé ensemble. C'était vraiment un plaisir. Comme je disais, le temps est passé tellement c'était agréable. Je ne l'ai même pas senti. Mais je vais citer ta mère capverdienne qui dit la belle discussion mange le temps. Ça, c'est très beau. Voilà. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, le 300e d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD, cette semaine avec Boucar Diouf. Si tu aimerais parler directement avec moi comme Boucar l'a fait, tu peux maintenant le faire sur skool.com/papaphd, une communauté que je viens de créer et à laquelle, en ce moment, tu peux adhérer gratuitement. Tu auras l'occasion de me poser tes questions, tu auras accès à des cours exclusifs et à une communauté de gens comme toi qui cherchent à trouver les meilleures pratiques pour naviguer leur transition vers le monde du travail après leur doctorat. On t'attend sur skool.com/papaphd. À bientôt!